Le roi Mohamed VI a été assez critique envers le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors d'un discours à Riyad le 20 avril. Le royaume semble également se rapprocher de la Russie, où le roi s'est rendu le mois dernier. Une visite est prévue en Chine. En somme, 2 pays du Conseil de sécurité de l'ONU non occidentaux. Pourriez-vous nous en dire plus sur les raisons de ces changements ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Le fond du problème, c'est la question du Sahara occidental. Le roi du Maroc est absolument scandalisé, et à juste titre, de l'attitude de M. Ban Ki-moon, qui s'est permis de qualifier la présence marocaine au Sahara d'occupation. C'est absolument scandaleux. On est exactement dans la même situation que la Crimée avec la Russie. C'est un pays qui appartient au Maroc, qui a toujours appartenu au Maroc, qui a été coupé du Maroc au moment des partages coloniaux, et le Maroc a récupéré son Sahara. Alors en face de cela, vous avez l'Algérie qui s'oppose à ce phénomène de rattachement des droits historiques marocains au Sahara, et vous avez le Conseil de sécurité, ou plutôt, M. Ban Ki-moon. Et les Marocains ont l'impression que certains membres du Conseil de sécurité, certains membres européens et occidentaux, se mettent à l'heure actuelle à un peu abandonner la position de soutien au Maroc au profit de la position algéro-onusienne. Ce qui fait que les Marocains qui n'entendent absolument pas négocier sur la souveraineté marocaine du Sahara occidental ont décidé de faire un coup politique, un coup diplomatique, en mettant en garde les Occidentaux, en écoutez, puisque vous n'avez pas de position solide, ferme et cohérente, eh bien, nous allons voir ailleurs. C'est très simple, le fond du problème est là. Alors nos confrères du Monde décrivent un virage anti-occidental de la politique étrangère marocaine. Qu'en est-il vraiment ? Anti-occidental, vous savez, il y a de la gesticulation aussi. Il est bien évident que le Maroc a toujours été un des pays les plus soutenus, les plus alignés sur les positions occidentales. Or, il se trouve qu'il n'y a plus de position occidentale. On l'a bien vu dans l'affaire de Syrie, on l'a bien vu dans toutes les affaires. Les Occidentaux sont absolument incapables d'avoir une position ferme, constante et d'avoir une perspective politique. Les Marocains en ont assez et ils vont se rapprocher donc de gens qui ont une diplomatie un peu plus cohérente. Alors, est-ce exclusivement dû à la situation au Sahara occidental ou est-ce également suite aux événements donc de ce qu'on a appelé en Europe donc le printemps arabe, de l'intervention également en Libye? D'après un sondage, seuls 36% des jeunes issus de 16 pays arabes estiment aujourd'hui que donc les printemps arabes ont été bénéfiques pour la région. Est-ce que le roi ne chercherait pas également à surfer un peu sur cette tendance? Oui, mais les deux sont liés. Quand les soi-disant printemps arabes, il n'y a jamais eu de printemps arabe, lorsque les soi-disant printemps arabes ont éclaté en Afrique du Nord, les Marocains, il y a 2 pays qui ont totalement échappé à cette problématique, c'est l'Algérie et le Maroc, pour des raisons différentes. Et le Maroc était très méfiant. Il est bien évident que cette histoire de printemps arabe est quelque chose qui est né dans les esprits occidentaux. Les printemps arabes, c'est très simple. C'est une volonté américaine de sous-traiter leur départ aux frères musulmans. Les Américains qui avaient l'intention de se dégager du Moyen-Orient ne voulaient pas laisser le chaos derrière eux. Alors, ne voulant pas laisser le chaos derrière eux, ils se sont dit, nous allons traiter avec une organisation islamiste qui n'est pas fondamentaliste et qui est internationale, ce qui va permettre de contrôler à peu près cette situation en nous appuyant sur qui ? Sur la Turquie. On retrouve toujours la Turquie et les frères musulmans dans ce raisonnement. Donc les Américains et les Occidentaux qui ont par suivisme ont poussé à ces révolutions qui ont abouti à ce qu'on appelle les printemps arabes. Et puis finalement, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Premier échec, ça a été la résistance du président Assad en Syrie et la politique russe iranienne qui a permis à Assad de tenir le coup. Deuxième échec, ça a été l'Égypte, avec le coup d'État militaire qui a renversé les frères musulmans. Troisième échec, c'était la Tunisie, où les frères musulmans ont été évincés du pouvoir. Et puis le quatrième échec, c'est l'anarchie complète en Libye, à la suite de ces tentatives occidentales. Donc la diplomatie occidentale, si tant est qu'il y en ait une, a complètement échoué, ce qui fait qu'un pays comme le Maroc se dit, avons-nous intérêt à continuer à nous aligner sur des gens qui n'ont aucune cohérence, qui ne tiennent aucun compte des intérêts locaux et qui agissent par idéologie et jamais par pragmatisme.
Donc c'était à ces pays occidentaux auxquels pense donc Mohamed VI, toujours dans son discours de Riyad, lorsqu'il évoque donc des pays, des puissances qui complotent, pour reprendre ses mots, contre les pays arabes stables. Oui, mais oui, nous avons là, bien entendu, nous sommes exactement là dans cette problématique, tout à fait. Alors, ne rentrons pas dans les détails, mais nous sommes exactement dans cette problématique. Il est bien évident que, si vous prenez l'affaire d'Égypte, par exemple, l'affaire d'Égypte, jusqu'au bout, les Américains ont soutenu le président Morsi. L'ambassadrice américaine au Caire, jusqu'au bout, a soutenu le président Morsi. Et puis ensuite, les Américains se sont retournés. Les Occidentaux, à commencer par le calamiteux M. Fabius, ministre français des Affaires étrangères, jusqu'au bout, a soutenu une politique de fermeté envers le régime syrien. Donc il y a une incohérence complète. Il y a des principes idéologiques et il y a la réelle politique. Et de plus en plus, la réelle politique va s'imposer et les idéologues vont passer à la trappe de l'histoire. Alors, vous parliez justement de l'Algérie, et quels sont ses intérêts justement dans la crise du Sahara occidental ? Mais c'est très simple. L'Algérie, si vous prenez une carte, vous constatez que l'Algérie, c'est une toute petite façade sur la Méditerranée avec un énorme ventre saharien. Et toutes les richesses de l'Algérie sont au Sahara. Ce qui fait que l'Algérie est obligée d'exporter ses richesses par la Méditerranée. Or, la Méditerranée, c'est le détroit de Gibraltar. Il suffit de mettre quelques mines et le détroit de Gibraltar est fermé. Donc, l'Algérie est coincée en Méditerranée. Tandis que le Maroc, avec le Sahara occidental, a 2500 km de côte atlantique ouverts sur le grand large et sur les océans de communication. Le problème est là. C'est un problème géostratégique très simple. Donc, l'Algérie, depuis le début, essaie de soutenir la fiction d'un État indépendant qui permettrait d'éviter que le Maroc n'ait cette profondeur littorale s'étendant jusqu'à la Mauritanie et permettant à l'Algérie d'avoir un État vassal qui lui permette d'avoir un débouché sur l'Atlantique. Alors les Marocains, fort intelligemment, ont dit aux Algériens, écoutez, si c'est un problème de déboucher sur l'Atlantique, nous vous offrons un port libre. On vous donne un port et une voie ferrée exterritoriale. Et les Algériens n'ont pas voulu. Donc nous sommes dans un problème assez compliqué, n'est-ce pas? Alors en plus de cela, nous avons le Polisario qui est soutenu par toute la gauche européenne et tous les anciens partisans des luttes de libération, donc tout ce vieux courant de l'ultra-gauche qui soutient le Polisario contre le Maroc, donc, et qui a des actions très importantes au sein de la diplomatie européenne. Par exemple, l'Espagne soutient le Polisario. En France, toute la gauche française soutient le Polisario. Donc les Marocains en ont assez et ils vont changer probablement d'orientation, non pas totalement, parce qu'il y a également de la gesticulation là-dedans, et ils vont changer d'orientation diplomatique. Et c'est tout à fait explicable. Par rapport au Polisario, hier, lors d'un point presse à Madrid, le conseiller du chef du Polisario, Bachir Mustafa Sayed, a déclaré, je cite, qu'une guerre est possible si l'ONU ne réussit pas à débloquer la situation, donc au Sahara occidental, notamment en cas d'échec de la mise en place d'un référendum. Là encore, l'explication est très simple. Le Polisario abat ses dernières cartes. Ils ont bien compris que leur allié est M. Ban Ki-moon. M. Ban Ki-moon est là jusqu'au mois de décembre. Le 1er janvier, il ne sera plus là. Donc il faut absolument forcer la main au Conseil de sécurité en agitant une menace militaire. Bon, militairement, le Polisario n'existe pas. Le Polisario n'existe que si l'armée algérienne intervient. Évidemment, s'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc, on change complètement de nature. Mais le Polisario, lui tout seul, ne représente rien. Le Polisario était reconnu par 82 ou 83 pays dans le monde il y a encore 3-4 ans. Il n'est plus reconnu que par 31 pays aujourd'hui. Ses effectifs ont fondu comme neige au soleil. La plupart de ses cadres sont ralliés au Maroc. Donc le Polisario abat ses dernières cartes et il sait qu'il a un allié qui est M. Ban Ki-moon et quand M. Ban Ki-moon sera parti, la situation ne sera pas la même. Alors le problème c'est que M. Ban Ki-moon s'est rendu compte qu'il était quand même allé un peu loin dans le soutien à la thèse Algéro-Polisario en parlant d'occupation marocaine et dans le rapport qu'il a remis il y a 72 heures au
au Conseil de sécurité, il n'emploie plus le terme d'occupation marocaine. Il a pris des termes beaucoup plus diplomatiques et il est en retrait parce qu'il s'est rendu compte que là, il provoquait une réaction tout à fait considérable du côté du Maroc. Car le Maroc ne négociera jamais sur cette question. Le Sahara occidental, et moi je suis historien, j'ai travaillé pendant des années sur la question, j'ai publié des livres sur la question du Sahara et sur le Maroc. Historiquement, le Maroc est parfaitement fondé, je dirais même, les droits du Maroc vont au-delà du Sahara occidental. Le Maroc a contrôlé toute la vallée du fleuve Sénégal et jusqu'à Tombouctou au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans les années 1700, la prière du vendredi à Tombouctou était dite au nom du roi du Maroc. C'était le Pachalik de Tombouctou qui dépendait du Maroc. Donc le Maroc est un vieil État, un vieil empire qui a été démembré par la colonisation et qui n'a pas repris la totalité de ses territoires. Et le Maroc ne cherche pas à tout reprendre, bien sûr, mais la question du Sahara occidental, c'est le minimum qu'il puisse faire. Donc il n'y a pas de négociation possible de ce côté-là. Et là, il y a une unité nationale totale autour du trône. Même les opposants les plus farouches à la couronne marocaine ont cette vision d'union nationale autour de cette question qui est une question sacrée, la question de la récupération du Sahara occidental.